Aujourd'hui, les deux pays qui produisent le plus grand nombre de films et dominent l'industrie mondiale du cinéma sont l'Inde et les États-Unis. Mais avec 2500 films produits en 2022, le Nigeria mérite sa 3e place. Après Hollywood et Bollywood, bienvenue à Nollywood. Et pourtant, personne n'est au courant. En réalité, ils produisent des films à très petit budget, visionnés exclusivement sur le continent africain. Mais c'est un bon exemple du potentiel de ce pays. Parce que le Nigeria, c'est pas un pays comme les autres. C'est la plus grande économie d'Afrique et une puissance pétrolière à part entière. Le Nigeria a le potentiel de devenir la Russie africaine. Et pourtant, quand on parle du Nigeria, on pense souvent à ça. Et ouais, c'est aussi le pays où Boko Haram a kidnappé 276 lycéennes en 2014. Et malgré tout son potentiel, les Nigérians vivent dans la misère. Pétrole ou pas, 40% de la population vit dans une pauvreté absolue. Ça représente 80 millions de personnes. Parce qu'avec 206 millions d'habitants, le Nigeria est le 7e pays le plus peuplé au monde. Mais c'est pas tout. Le pays a un potentiel énorme. C'est le 9e exportateur de pétrole brut et le 11e pays avec les plus grandes réserves juste après les États-Unis. Et aujourd'hui, la quête par l'Union européenne de nouveaux fournisseurs pourrait être une réelle opportunité pour l'économie nigériane. En théorie, sa constitution et sa structure fédérale en font un état démocratique, ce qui est plutôt rare en Afrique. Mais la corruption, la faible participation électorale, les libertés civiles limitées, la faiblesse des institutions publiques et les nombreux clivages ethnico-religieux fragilisent cette démocratie. Le Nigeria pourrait-il malgré tout sortir de la pauvreté grâce au pétrole et une démocratie plus fonctionnelle? Et le pétrole nigérian peut-il sauver l'Europe? On commence avec un petit point historique. Un pays, 250 groupes ethniques. Le Nigeria regroupe près de 250 groupes ethniques, chacun avec ses propres langues et traditions. Les Hausa, les Igbo, les Yoruba et des centaines d'autres groupes qui sont répartis sur tout le territoire. Quand les Anglais ont débarqué et établi un régime colonial au milieu du 19e siècle, des différences sont vite apparues entre les principaux groupes ethniques. Les Anglais ont divisé la colonie en 3 régions. Le nord musulman avec les Hausa et les Fulani, l'est avec les Igbo chrétiens catholiques et l'ouest avec les Yoruba majoritairement chrétiens évangélistes sur fond d'animisme. Et ces 3 régions ont reçu un traitement très différent. Le nord musulman était clairement privilégié et on y voyait souvent les émirs collaborer avec les forces britanniques en échange de cadeaux luxueux. Puis en 1960, les Anglais accordent finalement l'indépendance au Nigeria sous la pression de certains groupes d'activistes comme le groupe d'action et le Conseil national du Nigeria et du Cameroun. Mais on peut s'en douter, avec 250 groupes ethniques différents, ça n'a pas été évident de trouver un consensus politique. Et ça n'a pas raté. Le premier coup d'État a lieu 6 ans seulement après l'indépendance. Depuis, la situation est chaotique, jusqu'à 6 coups d'État entre 66 et 99 et des tensions constantes entre le nord islamique et le sud chrétien. Et on ajoute à ça une véritable guerre civile. En 67, dans le territoire qui correspond aujourd'hui au Togo, on signalait le meurtre dans la région orientale de citoyens du nord du Nigeria. Furieux, les citoyens du nord attaquent et massacrent les Igbo originaires de l'est nigérian présents dans le nord. Sans surprise, beaucoup d'Igbo retournent dans leur région d'origine au sud-est du Nigeria. Et la même année, le lieutenant-colonel Ojukwu déclare l'indépendance de cette région qui devient la République du Biafra. En fait, Ojukwu comptait sur le soutien discret des pays francophones voisins, Côte d'Ivoire, Gabon et Cameroun, mais aussi sur celui de Jacques Foccart, le conseiller Afrique de l'Elysée, très attentif aux intérêts français dans la région. Le SDEC, la DGSE de l'époque, convainc Ojukwu de recruter des mercenaires étrangers grâce au financement des régimes d'apartheid d'Afrique du Sud et de Rhodésie, l'actuel Zimbabwe. Mais même en étant la région la plus riche en pétrole de tout le Nigeria, ses rêves de prospérité s'évaporent rapidement. Le Biafra est encerclé et isolé, ce qui provoque une famine qui tue plus de 3000 personnes par jour, dont 1000 enfants. Au total, dans ce conflit, entre 1 et 2 millions de personnes sont mortes. La famine est une arme de guerre et nous avons bien l'intention de l'utiliser contre les rebelles. Aïsson Aïda, chef de la délégation nigériane pour parler de paix de Niamey, juillet 1968. Le Biafra finit par se rendre et réintègre le Nigeria. Mais les Igbo n'oublieront jamais ce conflit. Malgré tout, en 99, la situation commence à changer. Après la mort du dictateur Abacha, c'est le début de la soi-disant 4e République du Nigeria. Après plusieurs projets de constitution avortés et des pseudo-républiques complètement dominées par l'armée, la 4ème République semble porteuse d'un nouvel espoir. Mais la même année ont lieu de nouvelles élections remportées par le général Olusegun Obasanjo, qui avait déjà été chef de l'État entre 76 et 79 lorsque les militaires étaient au pouvoir. Le principal parti du pays, le Parti démocratique populaire aux idées politiques conservatrices et avec une tendance économique libérale, est dominé par les Yoruba et leur assure une base stable pendant les 8 ans au pouvoir de l'ex-général. Mais en 2015, le Nigeria
Nigeria se rebelle. Élection au Nigeria. Muhammadu Buhari remporte la présidence. Et ouais, c'est l'année où le pays bascule à gauche en élisant le chef du parti d'opposition, le social-démocrate Muhammadu Buhari. Et c'est une bonne nouvelle, parce que pour la première fois de l'histoire du Nigeria, c'est une transition pacifique. Donc la démocratie nigériane fonctionne. Les gens confirment l'alternance de pouvoir entre les Yoruba et les Hausa. Mais est-ce que cette démocratie va résister au temps présent? On regarde ça. La Russie africaine. Au fil des ans, le Nigeria est devenu le premier exportateur de pétrole africain. Entre 2015 et 2019, il exporte plus de 2 millions de barils de pétrole par jour. La même année, l'Angola, qui est son principal concurrent sur le continent africain, n'a exporté que 1 400 000 barils par jour. Et le Nigeria maintient le niveau de ses exportations depuis la création de son entreprise publique en 1977. Mais en réalité, le pétrole nigérian était exploité depuis bien avant. En 1937, alors que le Nigeria est encore une colonie britannique, les compagnies pétrolières britanniques Shell et BP commencent à explorer le territoire à la recherche de pétrole. Ils en trouvent en 1953, mais en quantité insuffisante pour l'exploiter. Mais 3 ans plus tard, en 1956, ils trouvent le premier gisement de pétrole exploitable à grande échelle. La découverte a eu lieu dans la ville d'Oloibiri, au niveau du delta du Niger, la région la plus riche en pétrole du pays. Shell et BP sont sûrs de leur coup et construisent la première raffinerie en 1965. À partir de ce moment-là, 2 entreprises comme les compagnies pétrolières états-uniennes Chevron et Texaco ou encore l'italien Agip arrivent sur le marché. On peut voir ça comme un coup de chance pour les compagnies pétrolières, non? En général, les matières premières appartiennent aux pays exportateurs. C'est le cas en Russie et en Arabie Saoudite par exemple. Mais au Nigeria, c'est différent. Alors oui, la constitution donne à l'État nigérian le plein contrôle de ses ressources naturelles et énergétiques. Mais dans la réalité, l'État nigérian vend les droits d'exploitation aux sociétés étrangères. Donc pas étonnant que le Nigeria compte 159 champs pétrolifères et 1500 puits d'extraction. Et bien sûr, beaucoup n'appartiennent pas à l'État, mais à des sociétés étrangères. Selon le gestionnaire d'investissement pétrolier nigérian, 98% des réserves pétrolières et des actifs d'exploitation du secteur appartiennent à seulement 6 compagnies pétrolières privées occidentales, dont la plus importante, Shell. Shell, Exxon, Chevron, Agip et Texaco possèdent à elles seules pas moins de 6 terminaux d'exportation pétrolière ainsi que plusieurs pipelines. Mais attention, le gouvernement nigérian est pas dupe. Il ne permet pas aux entreprises étrangères de contrôler l'ensemble de la chaîne de production. Les raffineries appartiennent, elles, à l'État. D'ailleurs, la raffinerie que Shell et BP avaient commencé à construire en 65 a été rachetée par l'État en 78. Et la quasi-totalité des grandes raffineries du pays appartiennent à l'État. Le fait est que le pétrole est incontestablement devenu la première exportation du pays. Il représente 70% de toutes les ventes vers l'international. Mais le pays est en proie à la corruption qui fait des ravages, notamment dans le secteur pétrolier. Si le poids de la corruption au Nigeria était pas si important, on n'en parlerait pas. Mais son impact sur l'économie correspond à plus de 20% du PIB nigérian. Des fonds détournés qui sont souvent investis dans des biens immobiliers privés à Londres. Avec cet argent, on pourrait rembourser la totalité de la dette nigériane. Le problème, c'est que la classe politique et les hommes d'affaires en ont profité. Diezani Alison Maduke, l'ancien ministre du pétrole, a par exemple été reconnu coupable d'avoir détourné pas moins de 20 milliards de dollars de la Nigerian National Oil Company. Même Aliko Dangote, l'homme d'affaires le plus riche d'Afrique, a été accusé d'avoir acheté les faveurs de l'ancien président Obasanjo en 2003. Et évidemment, à cause de cette corruption, les citoyens nigérians ne profitent pas des retombées de l'industrie pétrolière. D'après la Banque mondiale, seul 1% de l'ensemble de la population en a bénéficié. Pas seulement un problème pour les Nigérians, mais aussi pour les compagnies pétrolières. Dans de nombreuses régions, les gens commencent à vandaliser les pipelines et à voler du pétrole brut et même du carburant dans les raffineries dans un état de délabrement avancé. Du coup, c'est pas surprenant de tomber sur ce genre de titre. Les raffineries de pétrole illégales du Nigeria, sales, dangereuses, lucratives. Dans pas mal d'endroits, et notamment dans le delta du Niger, des citoyens volent du pétrole brut et vandalisent les installations pétrolières. Pour beaucoup d'entre eux, c'est le seul moyen de s'en sortir dans un pays avec un taux de chômage de 33% qui monte jusqu'à 54% pour les jeunes. La corruption a donc conduit de nombreuses communautés dans tout le sud du pays à voler du pétrole et à le raffiner elles-mêmes. Et c'est pas le seul problème. Un état défaillant.
Rappelez-vous du Biafra, le territoire qui avait tenté d'obtenir son indépendance en 67. Et bah, les sécessionnistes Igbo ont créé leur propre formation paramilitaire, à présent considérée comme un groupe terroriste par les autorités nigérianes. Le gouvernement les accuse justement de voler du pétrole brut et de saboter des raffineries. Ces vols ont fait perdre des milliards de dollars à l'État nigérian. D'après certaines estimations, depuis 2008, les pertes dues au vol, au sabotage et à la baisse de production qui en découle pourraient atteindre les 100 milliards de dollars. On comprend mieux l'inquiétude des dirigeants nigérians et des investisseurs internationaux. Mais c'est ni le seul ni le pire groupe terroriste qui sévit dans le pays. Le plus redouté est en réalité Boko Haram dans le nord musulman, alimenté en armes et en hommes par l'effondrement du régime Kadhafi en Libye en 2011. Encore un cadeau de la France au Nigeria après la guerre d'indépendance du Biafra. À la base, il avait été créé en 95 par un groupe de jeunes musulmans non violents. Mais au fil des années, considérant que la dérive du Nigeria était contraire à la volonté d'Allah, ils entament une croisade pour transformer le pays en un État islamique régi par la charia. Les attaques terroristes commencent à partir de 2002. Leur première cible était la ville de Maiduguri avant de s'étendre dans le reste du pays, notamment dans le nord-est. Mais c'est à partir de 2009 qu'ils sont devenus le groupe terroriste le plus redouté du pays et l'un des plus sanguinaires de toute la région du Sahel. Leur discours résonne auprès des couches les plus défavorisés, ce qui leur permet de recruter plus de 40 000 combattants. C'est pas le seul groupe terroriste du pays. À part Boko Haram et les séparatistes du Biafra, le gouvernement nigérian doit aussi gérer les gangs de bandits du nord-ouest, le sécessionnisme Yoruba au sud, ou encore le conflit entre pasteurs peuls nomades et agriculteurs musulmans ou chrétiens. La ville de Jos, pour Jesus Our Savior, au nord-est de la nouvelle capitale Abuja, a été le terrain d'affrontements particulièrement sanglants. Pour la plupart des analystes, le Nigeria est un état failli. Le gouvernement n'a aucun contrôle sur la zone dominée par Boko Haram, ni sur le conflit entre éleveurs et agriculteurs qui a quand même tué plus de 20 000 personnes depuis 1999. D'autres analystes ont une approche plus nuancée et considèrent le Nigeria comme un état défaillant mais pas encore failli. Ils considèrent même que le Nigeria pourrait être sur la bonne voie. Pour trois raisons qui sont une plus grande stabilité politique, une plus grande tolérance entre les groupes ethniques et une identité nationale plus forte. Mais la vérité, c'est que le gouvernement nigérian n'est pas en mesure de contrôler tout son territoire, ce qui fait objectivement de lui un état défaillant. Et malgré tout, la situation peut encore évoluer. Et la guerre en Ukraine a ouvert une fenêtre d'opportunité pour le Nigeria. Le rapport ? La Russie va interdire la vente de pétrole dont le prix est plafonné. Moscou est prêt à réduire sa production pour compenser les exportations perdues, selon le vice-premier ministre Alexander Novak. La Russie a déjà annoncé qu'elle ne fournirait plus de pétrole à l'Union européenne en cas de plafonnement des prix. L'Europe a donc besoin de nouveaux fournisseurs de pétrole, une opportunité pour le Nigeria. En plus, la qualité du pétrole brut nigérian est très similaire à celle du pétrole saoudien, c'est-à-dire qu'il est d'une qualité supérieure, facile à raffiner et relativement peu cher à extraire. Mais il y a plusieurs problèmes potentiels. Le principal, c'est que leur production de barils par jour dépend du quota fixé par l'OPEP+. Et la tendance du moment, c'est de baisser la production pour maintenir des prix élevés. En plus, la corruption endémique dans le pays est un vrai problème. Plus il y aura de corruption, moins il y aura de répartition des recettes, plus il y aura de vols et de sabotage de raffineries. C'est un cercle vicieux en fait. Et pour enfoncer le clou, les raffineries et certains pipelines sont dans un état lamentable. Le processus bureaucratique est tellement complexe que l'entretien des installations pétrolières est souvent quasi inexistant, ce qui ralentit évidemment la production. Le Nigeria semble être sur une trajectoire positive. Sa relative stabilité démocratique lui permet d'espérer un jour résoudre ses problèmes. Mais attendons de voir les élections de l'année prochaine parce que connaissant l'histoire nigériane, on n'est jamais à l'abri d'un autre coup d'état. Maintenant, à ton tour, le Nigeria parviendra-t-il à mettre fin à la corruption et au terrorisme? Peut-il remplacer la Russie et devenir le nouveau fournisseur de l'Union européenne? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires, on espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, fais-la tourner à tes proches et à tes potes et nous on te dit à très vite.